sous la manipulation. Mais ça, quand tu le vis, c'est pas ce que tu ressens. Bonjour, bienvenue à l'Art du bilan. Mon nom est Zafira Dissou, je suis CPA et si c'est la première fois que vous vous joignez à nous, sachez que l'Art du bilan, c'est le podcast où on débite les doutes et on crédite des messages d'espoir. Ça fait plus d'une dizaine d'années que j'enseigne à HEC Montréal et si j'ai bien appris quelque chose au fil du temps, c'est que ce n'est pas que moi qui enseigne à mes étudiants, ce sont aussi eux qui m'enseignent des leçons tellement inspirantes que je ne pouvais pas les garder que pour moi. Alors, je vous invite aujourd'hui à vous joindre à moi pour une conversation avec Geneviève. Avec Geneviève, on va faire le bilan, on va faire des calculs, mais loin des chiffres, ce qu'on va plutôt calculer, c'est ce qui fait sens à son existence. Toutefois, avant qu'on ne commence, j'aimerais vous avertir qu'il y a certains sujets sensibles qu'on pourrait aborder lors de cette entrevue. Donc, si à un moment donné, vous sentez le besoin de prendre une pause, écoutez-vous. Prenez une pause pour l'écoute et vous pourrez recommencer à votre rythme. Bonjour Geneviève, merci de te joindre à moi aujourd'hui pour cette entrevue. Alors, j'aimerais que tu me dises quel est, selon toi, l'événement qui a été un point tournant dans ta vie? Un événement qui a été tournant dans ma vie a certainement été la maladie d'une de mes grandes amies. Elle était atteinte d'un cancer. Elle est maman de 2 petits garçons aussi. Et puis, on demeurait tout près. On était voisines. On s'est connues avant, mais on a acheté nos maisons près l'une de l'autre. Wow. Et puis, nos enfants partageaient la même garderie. Donc, on a traversé la maladie ensemble. Je pourrais même dire presque en symbiose parce que j'ai eu la chance qu'elle s'ouvre beaucoup puis qu'elle me parle de comment elle se sentait et tout. Et puis, je te dirais que c'est le moment de son départ qui a enclenché une série de décisions dans ma vie. Pourquoi? Non seulement parce que, de un, sa façon d'être maman était différente de la mienne. J'étais du genre routine, mathématiques, robot. Okay. Puis elle faisait la vaisselle, puis un enfant voulait montrer un dessin, puis à la place de dire attends, je fais la vaisselle. Elle arrêtait tout, se posait, regardait le dessin. Il n'y avait rien de plus important. Ah oui. Elle prenait toujours le temps. Ça, même avant la maladie? Même avant la maladie. Okay. Elle était déjà inspirante pour ça. Donc, ça de 1. Et de 2, l'amour qu'il y avait entre elle et son conjoint. Au moment de son décès, toutes les démonstrations d'amour que son conjoint a fait au moment de son dernier souffle. On était plusieurs dans la pièce et puis il la remerciait. Merci pour les beaux enfants, je t'aime et tout. Puis c'était tellement fort. Et puis je me suis rendu compte que j'avais jamais vécu un lien amoureux qui pouvait s'apparenter à ce qu'eux avaient à ce moment-là, mais ce qu'eux avaient aussi en amont de la maladie. Ça a dû vraiment être un moment touchant, un moment triste aussi. Infiniment triste. Ça fait plusieurs années, puis ça m'arrive encore de ressentir de la tristesse. Ça fait combien d'années? Elle est décédée en 2012. OK. Ouais. Donc, ça fait... Puis, malgré les années, tu ressens encore sa présence, son manque aussi, certainement. Ça vient par moments. Maintenant, c'est plus des heureux souvenirs, un petit sourire qui vient parce que je me rappelle des choses, mais dans les moments plus, supposons son anniversaire ou l'anniversaire de son décès, c'est l'ennui. C'est l'ennui de sa présence physique. C'est vrai. Ouais. Oui. Donc, ce jour-là, quand tu voyais toute cette manifestation, ce débordement d'amour, il devait y avoir un mélange d'émotions qui t'habitait, le deuil, la tristesse, un éveil, tu sembles dire aussi? Un éveil, tout à fait, oui. Ça se préparait. Je ne pourrais pas dire que ça a changé du tout au tout. Non. C'était une réflexion que j'avais déjà depuis plusieurs années. D'accord. Mais ça a certainement éveillé. En fait, c'est venu confirmer ce que je ressentais puis que je camouflais un peu en me disant ça va passer.
Mais Donc, il y avait déjà comme un fond, mais c'est comme l'événement catalyseur qui tout à fait, a c'est le bon mot, oui. déclenché quoi? Qui a déclenché un raz-de-marée parce que j'ai pris la décision de quitter le milieu dans lequel je vivais. Tu vivais dans quel milieu? Ouais. J'ai pas utilisé couple ni relation amoureuse parce oui? que je considère, quand je regarde ça avec recul, parce que dans le moment où je le vivais, c'est pas ce que je pensais du tout. Mais oui, maintenant, je préfère nommer ça comme étant un milieu parce que j'évoluais pas dans un environnement qui était apaisant ni valorisant. Puis je partageais pas l'amour de quelqu'un, mis à part mes enfants, bien évidemment. Mais donc, j'ai pris la décision de quitter mon conjoint. Mais décris-moi, donc je dirais pas cette relation, parce que c'est pas le mot que tu veux employer, mais décris-moi ce milieu-là. Comment c'était au quotidien pour toi, justement? Oui. Il s'est passé plusieurs événements qui m'ont marqué, mais de mauvaise façon au courant de cette relation-là. Donc, il y a certains moments qui sont très flous que je me souviens plus ou que je ne veux plus me souvenir. Oui. Donc, c'est comme chronologiquement, j'ai de la misère à les rattacher. Okay. Mais beaucoup de contrôle. Okay. Mais c'est tellement sournois. C'est tellement sournois. Parce que ça peut passer comme pour quelqu'un qui prend soin de toi parce que, supposons, ta voiture n'est pas fiable. Donc, cette personne-là va suggérer, on peut s'acheter une voiture, je vais la payer pour toi, mais toi, tu payes, supposons, les assurances. Mais là, à ce moment-là, c'est gentil. Mais cette personne-là a maintenant la mainmise sur ma voiture. Donc, ça a été comme ça dans tout. Supposons mon téléphone cellulaire. Ça coûterait moins cher si je mettais sous mon nom. OK. Donc... Mais qu'est-ce que ça fait, justement, si cette personne a une mainmise sur ta voiture? Qu'est-ce que ça implique? Après ma barre, rien. Mais quand tu veux penser à quitter, ben, tu n'as plus rien qui t'appartient. Oh, OK. Cette personne-là a un pouvoir incroyable sur le confort. Aussi, si je veux quitter avec des enfants, que j'ai pas de voiture, pas de carte de crédit, pas de téléphone à mon nom, mon salaire, je ne savais même pas combien vraiment je faisais parce que mon salaire était déposé dans le compte, puis j'avais pas de notion de ce qui pouvait entrer et sortir. Donc, tout ça, de un, dans le contrôle de cette façon-là, mais aussi beaucoup dans le contrôle émotif. Comment? Dans le sens où toujours invalider comment je pouvais me sentir. Si j'avais de la peine, j'avais pas de peine. Peux-tu me donner un exemple qui te revient? C'est tellement... flou. Ben, en fait, c'est pas si flou, mais c'est que pris comme ça, c'est rien. Supposons que quelqu'un peut se blesser, puis la personne pleure ou puis tu dis non, t'as pas mal, c'est rien, secoue-toi, on y va. C'est pas grave dire ça après ma barre. Mais quand c'est comme ça, dans tout, à chaque petit détail de ton existence, tu finis par penser que tes sentiments sont pas valides. Donc, supposons je suis en colère. Ben là, il pouvait retourner ça contre moi. Ben non, mais là, c'est toi qui as commencé ou t'as pas à être en colère contre moi. J'ai rien fait. Si t'avais pas fait ça, j'aurais pas fait ça. Il arrive quelque chose avec un enfant, ben là, encore une fois, ben là, si t'avais pas eu ce comportement-là, les enfants n'auraient pas réagi comme ça. T'es un gouffre financier. Donc, à chaque fois que je voulais faire une dépense, ben je me sentais mal d'en faire une parce que, selon lui, j'étais un gouffre financier. OK. C'est dans tous les petits détails. C'est une accumulation de petites choses. C'est une accumulation. Et puis, le plus difficile, c'est supposons que je donne souvent cet exemple-là, mais supposons que je dis le ciel est bleu. Puis là, la personne te dit, ben non, c'est rouge. Ben, tu dis, ben non, le ciel est bleu, je suis persuadée que je sens que c'est bleu. Mais la personne va tellement forcer la chose que tu vas finir par dire, ben, le ciel est rouge juste pour que cette personne arrête. Ben, c'est comme ça, à toutes les phrases, à tout moment. Donc, à un moment donné, ta réalité est plus la même. Tu sais plus si tu communiques bien, tu sais plus si... Mais il y a comme une distorsion dans ton sens de la réalité. Ça devait quand même être difficile aussi pour toi de vivre ça. Donc,
le décès de ton ami très proche te fait prendre conscience, c'est un peu comme un effet miroir, que tu n'as pas envie de rester dans cette réalité puis dans ce milieu-là. Exact. Alors, qu'est-ce que tu décides de faire alors? J'ai surtout appris que l'amour, c'est pas quelqu'un qui prend contrôle de tes choses puis qui les gère à ta place. L'amour, c'est quelqu'un qui prend soin de toi, qui t'accompagne. Oui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tu réalises que c'était justement un milieu qui était toxique pour toi, pour n'importe qui aurait été à ta place, là, de toute façon. Ça m'a pris plusieurs années, plusieurs rencontres avec plusieurs thérapeutes ou intervenants qui ont passé dans ma vie pour finalement être capable de le dire. Puis même au moment où je le disais, je baissais, ma voix s'effaçait. Mais tu sais, je peux dire aujourd'hui que c'était de la violence psychologique, c'était de la violence financière. Il y a eu aussi des relations intimes non consenties. Tout ça sous la manipulation. Mais ça, quand tu le vis, c'est pas ce que tu ressens. C'est une fois que tu as connu autre chose que tu peux avoir le regard sur ton passé, puis finalement, te dire, OK, les cauchemars qui sont reliés à ça, le trauma qui reste après ça, c'est parce que finalement, c'était violent. C'est bien que tu le nommes, puis c'est vraiment... ça me touche énormément là, que tu sois capable de prendre ce recul-là aujourd'hui, parce que c'est vrai que quand on est dans cette situation-là, c'est pas toujours évident. Puis je pense que ce qui peut être sournois, comme tu le mentionnais tout à l'heure, c'est que quand on est dans ce genre d'environnement-là, il n'y a pas de signes physiques extérieurs apparents, très explicites pour dire que je suis dans un environnement violent. J'ai pas un œil au beurre noir mais il y a quand même cette douleur-là, j'imagine. Tout à fait. Puis, tu sais, je veux pas généraliser, mais en ayant parlé avec les autres, on se rend compte aussi qu'on se retrouve toutes dans un flou psychologique, en ce sens où on est un peu engourdi. Donc, ça aussi, c'est adouci. Puis, le pattern n'est pas répétitif. C'est pas tous les jours, je ne suis pas gentil. Une fois de temps à autre, quand tu te comportes bien, cette personne-là est gentille. Mais cette personne-là décide de c'est quoi se comporter bien. Donc, c'est toujours une espèce d'essai-erreur. Donc, on vogue au travers les années, toujours en faisant de l'essai-erreur à tous les jours, dans chacune de nos phrases, dans chacun de nos mouvements, dans chacun de nos pensées. Puis, on ajoute à ça des enfants qu'on veut protéger. Donc, on veut de plus en plus bien se comporter pour pas que l'autre personne devienne impatiente ou violente ou ait un mauvais comportement devant les enfants. Donc, c'est vraiment sensible, tous les éléments qu'on a nommés dans ton histoire. Puis je suis tellement désolée que tu aies eu à passer à travers tout ça, Geneviève. Mais pour les personnes qui nous écoutent, qui se sentent interpellées par ton histoire, par ce que tu as vécu, est-ce qu'il y a des ressources que tu voudrais qu'on nomme pour les aider? Oui. Parfois, je pense que, premièrement, avant de faire appel aux ressources, il faut juste se dire que même si j'appelle une ressource, parce que je ne suis pas certaine de vivre la violence, on n'est pas obligé d'être certaine pour les appeler. Si on a un doute à l'intérieur de nous, ils vont parler avec nous, nous amener à découvrir ce qui se passe, nous donner les outils aussi pour essayer d'aller rencontrer des gens. Sauf qu'on n'est pas obligé d'être certaine de nous. Moi, je pense que c'est ce qui a ralenti mon processus, en ce sens où je croyais que c'était moi le problème, qui était trop sensible, qui grossissait un peu les choses. Donc, j'ai eu... Mon premier contact a été la Calax. Ils ont été... C'est vraiment elles qui ont changé une bonne partie de ma vie en mettant les mots. En mettant les mots, c'est pas évident. Mais nommer, effectivement. Puis de le reconnaître, d'arriver à le reconnaître. Mais surtout, que mes réactions étaient normales. Que d'autres femmes, d'autres hommes avaient passé par là, qui ont réagi de la même façon que moi, mais que ça venait pas invalider comment je me suis sentie ou vice-versa. Donc, la Calax, la Cavac aussi, qui ont été très présents en termes d'intervenants, très accessibles aussi. Puis, au bout de tout ça, il y a l'IVAC. Là, ça dépend un peu là, des cas.
des cas, mais l'IVAC peut venir indemniser là, sur certaines parts si les gens ont besoin de soutien financier, ou du moins, là, nous, la CAVAC et la CALAX vont aider là, à trouver où on peut avoir du soutien dans les différentes sphères, mais tout ça existe. Ouais. Merci beaucoup. Donc, pour ceux et celles qui nous écoutaient, si vous avez besoin de ces références-là, sachez qu'à la fin de l'émission et aussi en description, il y a toutes les références pour ces ressources pour vous aider. Alors, merci beaucoup Geneviève. Et puis donc, comme tu le mentionnais, le départ de ton ami a été un point tournant pour décider de prendre action. Donc, concrètement, ça a été quoi l'action que tu as décidé de prendre par la suite? Aïe. Des fois, je me demande encore si j'avais pas pris cette action, ma vie aurait été peut-être plus triste, mais moins... compliquée? Oui, moins compliquée. Aïe, aïe, aïe. Mais en fait, concrètement, ce que j'ai fait, c'est que je vais faire une mauvaise blague, mais j'ai remis ma démission à cette personne qui était gestionnaire de mon existence. C'est ça, l'analogie que tu fais est assez forte, là. C'est que tu considérais que c'est quelqu'un qui avait un contrôle, un peu comme un patron sur ta vie. J'en pouvais plus. Puis, donc, je lui ai écrit une lettre parce que j'avais peur de sa réaction. OK. Comme quoi j'allais quitter, puis que notre amour s'était terminé, puis que... C'est ça. Sur le moment, ça a été de la tristesse pour lui et pour moi. OK. Mais j'avais peur que les enfants soient pris dans un tourbillon par ces réactions qui étaient imprévisibles. Je suis restée malgré la séparation en me disant on va cohabiter le temps qu'on se place. Pendant combien de temps? Je me souviens plus, mais j'ai dans la tête un mois ou deux. Okay. Parfois, j'allais chez les gens de mon entourage, chez ma cousine notamment. Mm-hmm. Mais ça a été un regret. un regret. Qu'est-ce Parce que dans le fond, on a partagé le même lit. Mm. Après ça, quand je me suis séparée, j'ai décidé d'aller dormir au sous-sol. Mm. Et puis là, dans le fond, ça m'est arrivé de me réveiller une nuit, puis il était en train de m'observer en train de dormir. Puis il jouait aussi sur, ben là, les enfants vont voir qu'on ne dort plus ensemble, donc on devrait dormir dans le même lit. La culpabilité. Puis c'est là qu'est arrivée la relation non consentie. Là, on était dans le même lit, mais j'avais mis des oreillers entre nous deux pour pas que... Donc ça a été un élément déclencheur pour moi de plus dormir là. Mais je voulais pas que les enfants sachent tout de suite parce que j'étais encore pas sûre que j'allais partir. Ah ouais, donc il y avait un déchirement clair à l'intérieur de toi. Donc j'allais dormir chez ma cousine, puis je me levais très tôt le matin, comme vers 4 heures du matin. Je revenais à la maison avant que les enfants se réveillent pour faire semblant que tu étais là. Que tout était normal. Ouais. Mon Dieu, c'est pas du tout facile. Puis à l'intérieur de tout ça, t'allais au travail comme si de rien n'était et tout. Alors, à quel moment est-ce que tu as quitté la maison? J'ai réussi à quitter la maison pour aller vivre chez mes parents, avec les enfants en partie. Mais j'avais rien à mon nom, là. Faut penser à ça aussi, là. Fait que là, j'avais la voiture. J'ai pris quand même la voiture qui n'était pas à mon nom, puis le téléphone qui n'était pas à mon nom pour vivre chez mes parents. Mais à ce moment-là, tant qu'il y avait espoir que je revienne, il était... Il était doux? Non, mais OK. Non? OK. Il était OK. Mais du moment quand il a commencé à se rendre compte que c'était définitif, que je ne revenais pas, c'est quand j'ai rencontré mon premier conjoint suite à cette relation-là. Là, c'est là que ça s'est mis à mal aller. Comment? Les enfants m'appelaient en pleurs de chez leur père parce qu'ils voulaient s'en aller. Leur père était, soit vraiment pas présent ou pas patient. Là, moi, je recevais des textos, des quantités incroyables de textos. Du harcèlement? Du harcèlement, oui. Vraiment, là, c'était... Puis, des fois, il se radoucissait. Tu sais, comme j'ai reçu un album de photos avec les photos de nos enfants. Mais la dernière photo, c'est la photo de notre mariage. Mais l'objectif, c'était... L'objectif, c'était de me revoir. Il était comme en colère, mais il voulait que je revienne. Tu sais,
Donc, ça a été plus difficile. Puis, ce conjoint-là qui est venu après cette relation, ses pneus ont été crevés. Ah oui. Il y a eu un rapport de police? Il y a eu un rapport de police qui a été fait, mais sans pouvoir prouver là, vraiment qui avait fait ça. Mais bon, jusqu'à aujourd'hui, je suis pas mal certaine de moi, mais bon. Est-ce que tu dirais que quitter, c'était plus difficile que de rester? Oui. Quitter, c'était plus difficile que de rester. Alors, pourquoi qu'est-ce qui a fait que tu as pu garder cette énergie-là, finalement? Cette énergie-là, c'était 2 choses. Je venais de découvrir l'amour, c'était quoi? Ah oui. Parce que, je peux le nommer, avec Vincent, j'ai vraiment ressenti l'amour pour vrai, puis de l'amour mutuel. Ah oui. Tu sais, c'était... Une relation saine. Saine, oui. C'était partagé, c'était doux, c'était gentil. Ah oui. Donc, je goûtais à ça en même temps. Donc, ça me permettait, moi qui n'avais jamais connu ça auparavant, de voir que finalement, ça confirmait comment je me sentais dans ma relation d'avant. J'avais pas vraiment le goût de retourner. Effectivement. Mais je me sentais égoïste par rapport à mes enfants qui vivaient tout ça. Donc, de retourner, ça aurait été plus facile. Oui. Mais d'un autre côté, j'avais la possibilité de montrer à mes enfants c'était quoi se faire aimer pour vrai. De montrer un modèle. Oui, puis de les sauver 1 semaine sur 2. Ou dans ma tête, je me disais, le temps qu'ils seront chez moi, ils verront ça, tu sais, ce que moi, j'avais pas vu finalement. Parce qu'il y en a qui disent parfois, vaut mieux rester pour les enfants. Qu'est-ce que toi, tu dis de ça? C'est sûr que chaque personne a son paradigme et c'est son bagage. Tu sais, moi, dans le fond, j'étais à la quête de l'amour. C'est ce qui a fait que je ne suis pas retournée. Mais il y a certaines personnes qui sont en quête de liberté ou... Tu sais, moi, c'est l'amour qui m'a gardée en dehors de cette relation, mais peut-être qu'il y en a que ce serait la liberté qui pourrait les garder en dehors de cette relation-là. Je ne sais pas. Maintenant, pour ceux qui décident de rester, c'est trop difficile. C'est trop tellement... C'est propre, c'est personnel oui. à chacun. Mais pour toi, tu penses... Enfin, dans quelle mesure est-ce que tu te dis, je suis pas restée pour mes enfants, en fait, je suis partie plutôt pour mes enfants. Est-ce que c'est une réflexion que tu as, puis pourquoi, en fait? Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des grands... on dit des adolescents, là, mais ils sont tous d'accord avec moi que ce geste a été bénéfique pour tout le monde. Mais en fait, t'es partie pour les enfants aussi, ultimement, parce que comme tu le nommais, au moins tu disais, ils pourront voir un modèle positif 1 semaine sur 2, plutôt que de rester, même si à certains égards, ça aurait été plus facile. Mais tu as pris une décision qui était difficile pour toi, mais pour le bien-être de tes enfants aussi. Oui. Mais je pense que chaque maman va se reconnaître là-dedans, mais jamais on fera un mouvement qui est pas... on a toujours cette pensée de protection de nos enfants. Tout à fait. Mais de défaire leur monde, de déménager, de se séparer de leur père... tout ça, là, ça me brisait en 1000 morceaux. Puis surtout, de les voir juste 1 semaine sur 2, j'avais l'impression que j'allais manquer la moitié de leur vie. Oui. Fait que ça a été ce qui a été le plus difficile pour les enfants. À travers tout ça, tu as décidé de t'inscrire à HEC Montréal. Puis moi, quand je t'ai connue, je pouvais... Tu m'as parlé de certains éléments, mais je pouvais certainement pas me douter de tout ce passé-là, en fait. Qu'est-ce qui t'a emmené, avec toutes ces difficultés, tous ces obstacles, à t'inscrire à HEC, finalement? Je me plais à dire que j'ai commencé à vivre à 35 ans. Ah oui. Parce que je me connaissais pas avant. Je vivais sous l'ombre de quelqu'un. OK. Mais HEC, ça, c'est une drôle d'histoire parce que au travers du temps, je me suis fait des amis, des bons et beaux amis. Ah oui. Des amis chers, dont une, Christine. Et puis, Christine est un petit peu cow-boy. OK. Puis, on vivait toutes les deux un passé similaire, 3 enfants du même âge,
des revenus similaires. Tu sais, on peut vraiment dire que... Puis elle me dit, j'ai tout calculé, je crois qu'on est capable de retourner à l'école. Ah oui? Mais là, parce qu'on n'était pas super heureuse. Ça? Non, tellement pas. Vraiment pas. Donc, elle m'a convaincue. C'est elle-même qui nous a inscrites à l'université. Elle a vérifié les choix de cours et tout. Je n'avais pas d'outils pour faire tout ça. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai fermé mes yeux, j'ai pris sa main, puis je me suis retrouvée sur les bancs d'HEC, finalement. Oui, c'est une chère amie encore aujourd'hui. Oui, vraiment. Ah, oui, oui, OK, oui. donc c'est comme ça que tu as commencé ton saut dans le vide. Oui. Finalement, puis tu as aimé ça? La première session, j'ai adoré. Ah oui? Je me disais que, en fait, j'avais perdu de vue que j'étais capable d'apprendre, que, tu sais, puis quand on est maman, là, tout ça, on prend pas de temps pour nous. Puis là, j'avais du temps pour moi, j'apprenais, et puis tout ça. C'est sûr que j'avais l'épée de Damoclès au-dessus de ma tête, dans le sens où je vivais aussi des batailles juridiques. C'est un petit peu comme ça aussi qu'on s'est connus ou qu'on est venu en parler, parce que lors d'un examen de mi-session, j'allais passer en cours où j'avais des appels avec mes avocats la même journée. Je savais pas quelle tangente ça allait prendre, puis j'avais peur de manquer mon examen. Oui. Puis avec un auréole au-dessus de ta tête, tu m'as enlevé, tu m'as enlevé toutes mes inquiétudes. Merci. Merci. Mais c'est important de prendre conscience aussi de la réalité de chacun. Là, c'est pas du tout évident. Donc, malgré toutes ces batailles juridiques, ce stress que ça pouvait occasionner, j'imagine, tu as pu poursuivre tes études. Oui, le travail à temps plein, aller à l'école de soir, comme tu dis, le passé qui court après moi. Les enfants qui reviennent de chez leur père angoissés, qui ne veulent pas retourner. Au moment où on s'est rencontrés, c'était correct. Mais les années suivantes ont été plus difficiles. Ah oui? Oui. J'ai ma fille, une de mes filles qui a commencé était en dépression, puis elle a commencé à décompenser en s'automutilant. Oh. Pour moi, c'était ma première expérience. Je n'avais jamais moi-même utilisé cette méthode pour gérer mes émotions. Ça m'a beaucoup inquiétée. C'est sûr, pour toute maman. Oui. C'est sûr que c'est inquiétant. Comment est-ce que tu as pu réagir par rapport à ça? Ça a été finalement de la retirer du milieu paternel. OK. En fait, je dis de la retirer. Je ne l'ai pas retirée. Elle a demandé à quitter ce milieu. Elle avait l'âge de... Elle avait l'âge de pouvoir à peu près décider, mais à ce moment-là, son papa a comme... OK, tu sais, comme... Il a accepté? Oui, c'était correct. OK. Donc, elle est venue chez moi quelque temps. Après ça, ma deuxième fille a aussi commencé à s'automutiler et à montrer des signes de dépression. Puis elle aussi, elle a demandé à vouloir à venir vivre avec moi à temps plein. OK. Et puis là, c'est à ce moment-là que, là, par contre, le père a décidé de rapatrier tout le monde puis de faire comme, bon, là, c'est assez. OK. C'est sûr qu'il n'y avait pas eu question encore de changer la pension alimentaire, mais quand la troisième a voulu venir vivre avec moi aussi... Ça allait changer. Ça allait changer. Là, je lui ai demandé d'aller en médiation pour recalculer nos choses. Je pense que ça a été un peu le feu aux poudres. J'ai interprété que ça a été vraiment le coup de grâce. Donc là, il m'a demandé de ramener les enfants à ce que c'était avant, mais un petit peu moins. Tu sais, comme on avait trouvé un entre-deux, là, quelques jours de moins chez papa, un petit peu plus de jours chez moi. Tu sais, on avait comme... Les enfants étaient d'accord. OK. Finalement, pas longtemps après, Gabrielle est revenue temps plein. Puis... Donc, c'est la plus âgée? La plus vieille. L'autre, ça a été plus difficile. Elle avait des animaux de compagnie. Chez papa? Chez papa, la fille de la conjointe aussi de son papa, puis son grand-papa qui était comme sous le même toit qu'elle ne voulait pas quitter, puis c'est bien correct. Oui. Puis elle est restée là pendant un moment. Mais elle a essayé de quitter, puis ça a été plus difficile pour la dernière de quitter. Pourquoi? Ça s'est judiciarisé dans le sens où il a fallu aller devant un avocat pour demander la permission, ce que ma plus vieille avait fait aussi, mais ça avait été accepté. Mais elle s'est fait dire par son père que c'était des mensonges.
que le rapport qu'elle avait fait à l'avocat, que c'était des mensonges. Puis, elle a dû aller voir là, un intervenant pour travailler sa pathologie de mensonges, comme si elle était mythomane, finalement. Fait qu'elle, elle a dit, peu importe, même si je me confie à des gens, c'est comme si je disais jamais la vérité. Puis pour faire référence à ce que j'ai dit plus tôt, ben on ne sait plus si on dit la vérité ou non, si on est confus. Donc, elle est retournée dans ce milieu. Puis malheureusement, je crois que c'est là un peu vers là que tu me guidais. J'ai reçu un appel, j'étais au travail, j'ai reçu un appel du CLSC, je crois, ou de la CAF, c'est flou, qui me disait de me rendre à la maison dans 30 minutes avec mon enfant parce que c'était urgent. Tu savais pas ce qui s'était passé? Pas du tout. Moi, j'ai répondu à ce moment-là, je dépose mon projet d'intégration pour finir mon bac par cumul à 4 heures ou à 5 heures, peu importe. Est-ce que je vais avoir le temps d'y aller? Puis là, elle m'a juste répondu, on verra, blabla, pas de problème. Donc, je me suis rendue chez moi naïvement avec mon enfant. Mais je pensais que c'était encore mon ex-conjoint qui m'envoyait une lettre d'avocat ou quelque chose. J'ai pas... Puis c'est à ce moment-là que j'ai appris malheureusement que mon enfant a fait une tentative de suicide. Donc là, ça a été... En fait, sur le coup, c'est bizarre. Comment? Ben, tu sais, dans les films, les gens qui s'agenouillent, qui crient, qui pleurent, ben moi, c'est pas ça. Moi, je suis tombée en mode robot. OK, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que... Tu t'es détachée de la situation. Oui, vraiment. Mais mon corps, par contre, là, je suis devenue... ça va avoir l'air un peu drôle, mais mes cheveux sont devenus gras. J'avais des plaques sur le corps. Tu sais, comme mon corps était en réaction, mais je pense que je n'avais pas encore pris conscience du choc qui venait d'arriver. Puis, pendant que je vivais tout ça, j'ai reçu une lettre d'avocat par courriel de mon ex-conjoint qui me disait que je n'avais pas ramené Alexandra à la date convenue. Je ne respectais pas le calendrier de garde. Donc là, j'ai dit aux intervenants, écoutez, là, j'ai cet enjeu-là. Puis là, j'ai appelé la police aussi pour dire, bon, ben là, s'ils décident de venir la chercher, c'est quoi mes recours? Qu'est-ce que je fais? Parce qu'elle ne veut vraiment pas y aller. Donc, c'était en réaction de retourner chez son père. Qu'elle a fait, oui. Elle ne voulait plus y aller. Mon Dieu. Fait que tout ça a duré un certain moment, mais là, moi, je devais aller déposer mon projet pour finir mon bac. Tu étais en mode automatique. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait parce que sans bac, je ne pouvais pas commencer à travailler mon nouvel emploi pour lequel j'étais engagée, puis je commençais le lendemain. Mais là, je ne pouvais pas remettre ça plus tard. J'ai essayé de rejoindre mon enseignant en vain. J'ai rejoint une collègue de classe avec qui j'ai échangé l'heure de ma présentation, qui était, je ne me souviens plus à quelle heure, c'était le soir. Pour passer plus tard. Pour passer plus tard. OK, wow. J'ai quitté la maison alors que les intervenants étaient chez moi, mon conjoint était là, Alexandra était en sécurité. Okay. Pour aller faire mon exposé oral. Donc, je suis arrivée à HEC. Je vous jure, je ne me souviens même plus comment je me suis rendue. Je ne me souviens même plus comment je suis revenue. Je me souviens plus du contenu de mon projet. Je me souviens plus de rien. Je me souviens plus de rien. Je me suis rendue, j'ai fait mon exposé. À la toute fin, mon enseignant... avait lu mon message ou je ne sais pas, en tout cas, il a été mis au courant entre-temps. Puis là, il est venu me dire, puis me dire que dans ces temps-là, tu ne te présentes pas à l'école. Mais non! Geneviève, que fais-tu? Ah, mon Dieu! C'est comme... Mais c'est fou comment... je pense que c'était aussi pour te protéger de la situation. Oui, j'ai rien compris. C'est ça, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Et puis, il m'a fait jouer la chanson « We Are the Champion ». Je pense que c'est The Queen, si je me trompe pas. Mais en tout cas, bref, à la fin j'ai retenu mes larmes de toutes mes forces. Mais je l'ai trouvé tellement charmant et sans le savoir peut-être. Mais il a marqué ma vie un peu comme tu l'as fait. En posant un geste qui a fait que ça compte. C'est des années que tu n'es pas validé par personne. Ah oui.
sais, puis que là, quelqu'un qui te connaît pas, qui vient te soutenir comme ça, c'était beau puis quand même. Qui lit, en fait, ta sincérité puis ton authenticité, finalement. C'était vraiment touchant. Puis, rendu dans ma voiture, là, j'ai éclaté les tremblements et tout. J'ai téléphoné ma maman comme le premier des réflexes de tous les enfants. J'étais pas capable de revenir en voiture. Donc, on est venu te chercher. En fait, c'est l'intervenante qui m'a téléphoné. Encore une fois, c'est la CAF. Je me souviens jamais du nom, mais c'est crise, ado, famille. C'est des gens qui viennent au moment d'une crise aider. Et puis, elle m'a téléphoné pour me dire que la DPJ se saisissait du dossier Ah oui? et que Alexandra était protégée pendant 48 heures, que c'est la DPJ qui décidait où déposer mon enfant. Puis c'était chez moi. Ah oui. Donc, j'avais mon enfant avec moi pour 48 heures sans que personne force à venir la chercher. Fait que ça m'avait donné l'espèce d'apaisement nécessaire pour revenir auprès de mes proches, chez moi. Fait que je suis revenue comme ça, chez moi. Donc là, écoute, on est en train de faire ton bilan. On débite les nombreux doutes de ton parcours. C'est quoi le message d'espoir que tu as aujourd'hui? Tu sais, je pense que je vais utiliser ton langage de comptabilité. Tu vas pouvoir me dire si j'ai bien retenu. C'est bon. Mais tu sais, moi, je vois ça, parce que tu me fais réfléchir à ça. Je vois ça comme si tous mes doutes, les défis, les douleurs, j'avais ça dans mes passifs. Oui. Mais aujourd'hui, ces passifs-là ont contribué à mon actif. Ah oui. À mes... Oui, vraiment. Dans le sens où... C'est eux qui ont aidé à bâtir. Sans ça, là, je serais pas ce que je suis aujourd'hui. Qui es-tu aujourd'hui? Je suis bachelière, madame. Wow! Vous entendez ça? Elle est bachelière! Mais en fait, oui, je suis bachelière. J'ai un travail que j'aime. Je suis capable de prendre le lead sur certains projets. Je fais des choix pour moi-même. Je fais des choix pour ma famille. Je dis non. T'as appris à dire non. J'ai appris à dire non. J'ai appris à mettre mes limites, à reconnaître ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Puis, tellement appris ça que je pense que j'ai été capable de le transmettre. Puis, mes enfants aujourd'hui sont juste merveilleusement solides. Wow. Ça a été épouvantable. Je peux pas remercier ça jamais de la vie. Je peux pas remercier ça. Toutefois, je peux voir où ils en sont rendus, puis la force. Je veux ça dire, leur a donné. Tu sais, tantôt, tu parlais de la force qu'on a besoin pour sortir d'une relation comme ça. Mais la force d'un enfant, c'est incroyablement... Ils sont résilients. C'est fou. C'est fou. C'est devenu des modèles pour moi. Pour toi aussi. Ouais. Puis je suis sûre que tu es un excellent modèle pour eux aussi de t'être choisi. Mais C'est vraiment le plus beau cadeau que tu pouvais leur faire, finalement. je pense que je vais dire ce que ma grand-mère me disait. Mais elle disait, je pense que dans la vie, il faut être un petit peu niaiseux pour être heureux. Ah ouais? Mais je pense que ça a été ça. Je me suis gardée un petit peu niaiseuse dans le sens où tous ces doutes-là et tout, j'ai fait fi, j'ai regardé devant, puis je suis allée. Peut-être qu'il y en a qui vont penser que c'est impossible, qui pensent qu'ils n'ont pas ça en elles d'être un petit peu niaiseux. Mais il ne faut pas se sous-estimer. Il y a une force qui va se construire aussi à travers chaque décision qu'on va prendre. Puis c'est fou parce que au début de l'entrevue, c'est comme si je vois un peu l'évolution parce que tu étais un peu dans la retenue, puis là, c'est comme une fleur qui éclot, là, puis tu t'affirmes, tu es beaucoup plus sûr de toi, puis c'est vraiment beau à voir. Tu sais, à l'heure du bilan, on a la minute conseil. Si on pouvait remonter le temps, Geneviève, puis tu pouvais donner un conseil à Geneviève à une certaine époque, où est-ce que tu remontes? Qu'est-ce que tu lui dis? De faire confiance à ce qu'on ressent. Parce que
même si on ressent plus fort ou moins fort que les autres, on le ressent quand même. Puis si j'avais fait confiance à ce que je ressentais, j'en aurais parlé plus vite, j'aurais moins camouflé. Je serais pas restée jusqu'à avoir plusieurs enfants. Fait que, des fois, on a une petite lumière, on se dit suivre son intuition, mais c'est suivre ce qu'on ressent. Même si on doute des fois c'est de se faire confiance. Oui. Mais si vous aussi, vous vous sentez interpellé par ce conseil de Geneviève, j'aimerais vous le lire en commentaire. Je suis sûre que Geneviève aussi aimerait vous le lire en commentaire pour que vous partagiez vos expériences. Donc, merci Geneviève pour ce bilan qui était assez riche, je dirais. Puis, comme tu le sais, hein, quand on fait un bilan, il faut qu'on regarde si ça balance. Ouais. Est-ce que ça balance, Geneviève? Ça fait plus que balancer. Ah oui? En fait, je me souviens plus des termes, mais je crois que j'ai fait des bénéfices. OK. Oui, j'ai fait des bénéfices. C'est bon, ça! J'ai fait des bénéfices parce que il reste 40 ans devant, là. Minimum. Et plus. Et puis, mes enfants, ça s'est transposé. J'ai fait des grandes femmes. Puis à leur tour, vont pouvoir, tu sais. Fait que. T'as un garçon aussi. J'ai mon garçon. J'ai parlé de mes filles parce que mon garçon a vécu ça différemment. Mais mon garçon, c'est le plus beau des petits garçons. Des petits garçons de 6 pieds 2. Mais un homme fort puis doux avec son entourage. Qui a un modèle positif aussi devant lui. Il prend soin de sa maman. Oui. Mais c'est vraiment beau. En tout cas, un énorme merci. Puis, à l'heure du bilan, ce qu'on veut faire aussi, c'est de créer une communauté dans la bienveillance où les leçons des uns vont pouvoir aussi servir d'effet de levier d'inspiration pour les autres. J'espère que vous aussi, vous avez été inspirés par l'histoire de Geneviève. Chers auditeurs, chères auditrices, c'est maintenant l'heure de l'audit. Donc, il va falloir qu'il détermine qu'est-ce qu'il pense de ton bilan, justement. On aimerait avoir des réactions, justement. Donc, comment est-ce que ça a résonné pour vous? Alors, c'était l'heure du bilan avec Geneviève. Merci énormément. Et je vous dis à une prochaine pour un autre bilan. Merci.